Bonjour et bienvenue sur le Triplex, le podcast qui a boosté ta location courte durée. Je suis Samy et aujourd'hui je suis accompagné d'Élise. Bonjour Élise. Salut Samy. Et Maxime bien entendu. Salut à tous, salut Élise. Salut Maxime. Bon, aujourd'hui on va parler... Élise, j'affiche complet, vous avez je pense reconnu au niveau de la voix. On va parler aujourd'hui d'un petit sujet qui nous est venu et qui pourrait être vachement intéressant. Notre religion qui va être la location courte durée aujourd'hui, les 10 commandements de la location courte durée. Donc on va essayer de les établir et puis on va en débattre un petit peu. Est-ce que ça vous va? Bah carrément. Carrément. Bon alors, parfait. Avant de commencer, Maxime, je te laisse rappeler les bonnes règles. Les bonnes règles, les bonnes pratiques. Écoutez, pour vous rappeler le site le-triplex.com pour retrouver tous les épisodes et tous les bons plans qu'on arrive à vous négocier. Vous pouvez également, et je vous invite à le faire, à vous inviter à la newsletter pour recevoir chaque semaine par mail l'épisode de la semaine avec le bon plan qu'on peut arriver à vous avoir. Et je vais spoiler un peu l'épisode du jour. Il y aura un bon plan à la fin de l'épisode, donc restez bien à l'écoute. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous êtes nombreux à nous écouter sans être abonnés au podcast, que ce soit sur Spotify, Apple Podcast ou même Deezer. Donc pensez bien à vous abonner, c'est très important pour nous parce que c'est comme sur Airbnb pour les comment on appelle ça, les fav lists, Samy. Bref, quand vous êtes dans les favoris des algos, et on remonte mieux, donc pensez à vous abonner. Et puis si vous avez le temps, une fois que vous avez écouté l'épisode, pensez à nous laisser un commentaire, c'est extrêmement important. Ça nous fait très plaisir. 5 étoiles, comme sur Airbnb, c'est essentiel. Voilà. J'ai fait mon travail, Samy, on peut passer. C'est nickel. On commence à être rodé, parce qu'on a eu un petit commentaire une fois, ça fait liste de courses. Alors on fait attention maintenant, et on essaye d'être... C'est ça. Est-ce qu'on parlerait pas là un tout petit peu de la date du salon avant qu'on commence? Parce que moi je trouve que c'est hyper important, comme ça les gens ils le calent dans leur agenda dès maintenant. Ce sera on en parle un tout petit peu là et puis après on en reparlera à la fin, mais vraiment bien plus en détail. Un tout petit peu, oui, avec grand plaisir. Et après à la fin on en parlera bien plus en détail avec les thèmes et tout. Mais là c'est le troisième, c'est ça, un troisième salon? C'est la 3e édition, en effet, du rendez-vous des pros de la location saisonnière. Si vous voulez rencontrer toute l'équipe du Triplex en humain, il faut venir, les amis. Voilà. On y sera. Grâce à Élise, on y sera. Merci Élise. Merci Élise, on y sera. Merci à vous. Et puis du coup, les dates, c'est... Donc c'est le 16 mai. Et pour ceux qui ont plus de 20 biens, vous avez la possibilité de vous inscrire au dîner mastermind la veille. Donc ça donne le 15 au soir et le 16 mai pour le salon. Voilà. Ça, on va en parler à la fin plus en détail, mais au moins, vous avez les dates et vous pouvez les mettre dans votre agenda dès maintenant. Voilà. C'est ça. Ouais, puis pensez à prendre vos billets de train, votre hôtel, Samy? Oui, alors, pas le Ibis, c'était quoi? C'est pas au même endroit que l'année dernière. Voilà. Du coup, tu nous as dit, Élise, c'est à La Villette, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est porte de La Villette, au Paris Event Center de La Villette. On avait besoin de plus de mètres carrés, donc on a changé de salle. Donc c'est encore plus grand que l'année dernière pour ceux qui ont eu l'occasion de venir. Ouais. Super. Donc, voilà. Super nouvelle. Donc 15-16 mai pour ceux qui viennent la veille. Donc à cocher dans les agendas. On aura l'occasion d'en parler plus en détail. On va en parler plus en détail. Dans l'épisode. On l'a dans l'agenda. Aussi là pour nous en parler plus en détail. Ouais. Bon, Samy, tu as une super idée d'épisode pour ceux qui font de la location courte durée. Vas-y, explique-nous quelle a été ton idée et puis après avec Élise, nous on continuera. En fait, je me suis dit la location courte durée, c'est un peu comme notre religion, on en parle tout le temps, ça fait partie intégrante de notre vie. Et je me suis dit pourquoi pas faire les 10 commandements de la location courte durée, vraiment les 10 règles absolues de cette religion entre guillemets. Du coup avec Élise qui a cette expérience qui est énorme, que tu rencontres beaucoup de personnes, beaucoup de gens, beaucoup d'acteurs de la location courte durée, tu seras à même de nous dire si dans ces commandements qu'on a préétablis entre guillemets, il mérite d'être à l'intérieur, je sais pas comment on pourrait dire, voilà. Avec grand plaisir, j'ai trop hâte. Écoute, on va commencer par le premier. Le premier, c'est tu répondras à ton marché avant de répondre à tes envies. Voilà. C'est tellement vrai. Franchement, et c'est vrai aussi. J'ai le droit de commencer ou pas? Oui, vas-y, on attend tes lumières. Oui. Non, et c'est si vrai. Et en fait, je trouve que c'est un enseignement entrepreneurial aussi de façon générale.
Exactement. Au début, on croit toujours, quand on veut créer une entreprise, on nous dit qu'est-ce que tu veux créer? Ah ben je veux faire ça, je veux faire ça. Et puis en fait après, on se prend, je sais pas, on se prend soit les pieds dans le tapis du marché, c'est le marché qui nous dit, bah alors attends bonhomme, je vais t'expliquer, bonhomme ou bonne femme, je vais t'expliquer ce que j'ai envie et tu vas faire probablement plutôt ce que moi, monsieur le client, j'ai envie plutôt que. Donc ouais, j'adore ça. C'est trop vrai, hein. Pour la location courte durée, regardez voilà, ce que le marché a besoin. Est-ce que vous allez accueillir plutôt des familles, des pros, des touristes? Est-ce qu'on a un besoin de logement atypique dans votre secteur? Voilà, regardez vraiment ce qui se fait autour, avec un peu la concurrence, voir avec RDNA maintenant, il y a des moyens de savoir aussi en termes de tarifs, et créer le logement qui est vraiment adapté à votre secteur. Moi, ça me fait penser à un triptyque que j'avais entendu pour l'entrepreneuriat. Ce que tu viens de dire, là, c'était pour lancer un business, donc une location courte durée, c'est un business à part entière. Il y a 3 piliers, c'est là où on a du besoin, là où c'est rentable et là où ça nous plaît. Et sachant que sur ce triptyque, il y en a 2 qui sont indispensables et un qui est facultatif. Par rapport à ce que tu viens de dire, on comprendra que c'est le 3e qui est facultatif, mais que les 2 premiers sont indispensables. Parce que si tu vas sur un marché où il n'y a pas de demande, tu vas proposer de la LCD, de la location courte durée, on sait que c'est rentable, mais s'il n'y a pas de besoin, s'il n'y a pas de demande, bon, bah, tu ne toucheras personne. Idem, si c'est pas rentable, tu as énormément de demandes dans plein de services aujourd'hui. Plein de personnes voudraient des services qui ne sont pas sur le marché, mais pourquoi ils n'y sont pas? Parce qu'ils ne sont pas rentables. Donc ça, c'est une problématique. Et le 3e point de ce triptyque, c'était un produit ou un service qui nous plaît. C'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Quand on fait quelque chose qui nous plaît, on avait reçu, j'ai mangé son nom, qui était venue nous parler de Love Room. Déborah, pardon. À elle que j'ai oublié son nom. Elle, c'était son kiff de faire ça. Quand elle est venue nous en parler, c'était, on sent déjà que cette motivation supplémentaire, il vient renforcer les 2 autres. Donc, mais il ne faut pas que ça parte de ce point-là pour aller sur de la renta. Sinon, à mon sens, on se trompe de chemin et comme tu disais, on n'est pas à l'écoute et on répond à rien. Ouais. Peut-être une erreur que j'ai souvent vue, quand on hésite sur quelle typologie de bien on veut aller en location saisonnière, je voyais beaucoup de personnes se dire, tiens, je vois par exemple sur RDNA ou sur les données de marché qu'il y a beaucoup de T2 par exemple dans ma ville. Bon, ça veut dire qu'il faut aller sur les T2. Ça, typiquement, c'est intéressant justement de pas forcément faire ça et de dire, comme on est en train de dire là, de quoi mon marché a besoin. Est-ce que justement mon marché, il aurait pas besoin que j'aille chercher une grande surface parce qu'il y en a beaucoup moins et du coup, ça va beaucoup plus facilement cartonner ce genre de logique pour abonder dans le sens de ce qu'on dit. C'est complètement vrai. Ça me fait penser à un truc que tu avais fait, Samy, toi, à l'époque où tu avais lancé tes locations, c'était de mettre des fausses annonces. Alors, c'est pas bien, hein, mais tu avais testé. C'est qu'à l'époque, on pouvait le faire. En plus, maintenant, on peut plus le faire, ça. Tu avais testé, tu vois, et ça répond parfaitement. Tu répondras à ton marché avant tes envies. C'est que toi, tu avais des envies, mais tu t'es dit d'abord, je vais tester le marché avant d'aller dessus. Et si ça répond, alors je lancerai un projet qui me fait envie. Mais s'il n'y a rien, et donc comme tu le dis, Elise, si toi, tu te dis, tiens, je vais faire du T2 parce qu'il y en a beaucoup, alors que peut-être du T3 est plus intéressant, vraiment, c'est de tester par rapport avant de répondre à son envie. C'est clair. Ouais, complètement. Écoutez, on le valide celui-là? Allez. Ouais. Allez, il est validé. Le 2e, tu pratiqueras un revenu management rigoureux. Alors moi, là, formellement en désaccord, mais autant vous dire. Moi, je suis contre, je vote contre, vraiment. On te croit pas. Alors peut-être pour ceux qui ne comprendraient pas la blague, parce que peut-être, en fait, le revenu management, c'est mon métier, c'est pour ça que je suis évidemment plutôt pour. Seulement pour. Non, je suis même super sponsor. Non, oui. Pratiquer du revenu management aujourd'hui, en fait, on peut ne pas le faire, mais c'est juste qu'on n'a pas le maximum de chiffre d'affaires auquel on peut prétendre. Et ce qui est très intéressant par rapport du coup un peu aux gens qu'on peut voir dans le triplex, même aux alentours, parce qu'en fait, du coup, on se crée un petit réseau. Et en fait, il y en a beaucoup qui ne le font pas encore, et dont des gros loueurs. Hein. J'en connais, des gros loueurs qui ne le font pas. Et je me dis, mais ils passent à côté de tellement de revenus supplémentaires.
C'est incroyable, hein. Moi, Ouais. depuis que je l'ai mis en place, et je le dis tout le temps dans le triplex, c'est facile 30% de C1 en plus que j'ai fait. Alors qu'avant, j'avais des prix à peu près flat. Et en plus, j'osais jamais aller sur des tarifs qui étaient pour moi psychologiques. Au-delà des 100 euros, pour moi, pour des studios, c'était énorme et ça se louera jamais. Donc, je le testais jamais, en fait. Ouais. Et en fait, maintenant que que je fais du revenu management, que j'ai des outils qui le font pour moi et qui me donnent pas qui le font à ma place et eux le font. Et quand je vois des tarifs à 120 euros la nuit pour un studio qui partent, je me dis waouh! Non, mais c'est un truc de fou. Avant, j'aurais jamais osé. Ces mêmes studios, l'été, je les louais 45 euros. Bah Mais oui. vraiment, je les louais 45 euros. Et j'arrivais pas à aller au-delà. Enfin, j'allais à 60, mais pour moi, 60, c'était déjà énorme. Et là, je dépasse les 100 euros largement. Donc, faites du revenu management, ça, c'est hyper important. Ouais. Mais c'est vrai que comme tu le disais tout à l'heure, aujourd'hui, j'avais échangé un événement booking avec une société qui a plusieurs milliers de biens. Alors j'espère que ce que je vais dire, ça va pas démasquer. J'avais échangé avec les associés et ben non, ils me disaient bah non non, pour nous le revenu management, j'avais envie de dire mais les gars, mais si. C'est ça? Comment est-ce qu'on peut soutenir un métier qui est mis en place par l'ensemble des acteurs du tourisme, hein, que ce soit l'aérien, que ce soit l'hôtellerie, les parcs d'attractions, la location de voitures, les croisiéristes, tout le monde fait ça. Et nous, on se dit, oh bah non, moi, très peu pour moi. Non, moi, ça marchera pas pour moi. Mais mon ami, comment c'est mathématiquement possible? Ça marche pour nous, évidemment. On est des acteurs du tourisme, on mérite le meilleur comme les autres. Ah, mais c'est sûr, c'est sûr. Et comme tu le disais, même les conciergeries ne le font. Enfin, pour moi, c'est assez rare que les conciergeries Oui, c'est rare. Ah oui. le fassent, alors que pour elles, c'est vraiment tout bénef, quoi. Ah oui. Elles louent plus cher, donc elles ont plus de commissions. Enfin, Bah c'est pas uniquement que le louer plus cher, c'est aussi la maximisation du taux de remplissage. Parce Oui. que tu vas pouvoir compléter les trous, tu vas pouvoir. Mm. Élise, on avait eu l'occasion de te recevoir déjà dans le podcast où tu nous avais parlé, tu nous as expliqué que le revenu management, c'était pas. Je t'avais demandé la différence avec la gestion dynamique des prix. Tu m'as dit, mais il n'y a pas qu'un levier, il n'y a pas que le prix. Ouais. C'est pas le prix à la nuitée, c'est aussi les délais de réservation. Alors, il peut y avoir les conditions d'annulation, ce qui est plus complexe sur les plateformes, mais il peut y avoir aussi les nuits orphelines, il peut y avoir comment tu fais varier tes prix en fonction, non pas de la saisonnalité, mais du temps qui reste avant la date fatidique. Et donc, du coup, il y a énormément d'éléments pour pour remplir le calendrier. Et tu vois, pour nous qui avons l'habitude de graviter dans les sphères de la location courte durée et des métiers de l'hébergement, tu te dis, bah, c'est naturel. Et en fait, quand on échange avec différents acteurs, alors là, tu parlais de conciergerie. Moi, j'ai eu un office de tourisme il n'y a pas longtemps qui expliquait que en fait, les propriétaires n'appliquaient pas de gestion de prix différenciés, mais même de gestion comment on appelle ça, de durée de séjour différenciée en fonction de la période. Ce qui fait qu'en période basse, creuse, il restait sur une semaine, ce qui fait qu'il remplissait jamais. Parce que même en période creuse, les gens viendraient que sur le week-end. Et non, il faut réserver 7 nuits minimum. Et donc, du coup, ils se privent non pas de gros revenus, mais ça paierait les charges. En fait, c'est ce qu'on appellerait du revenu marginal qui viendrait en plus. Et du coup, ils s'en privent. Souvent, c'est par principe. Donc, c'est bien que ce soit un commandement, Samy, que tu aies identifié, parce que il y a beaucoup de questions de principe, comme tu disais. Je n'ai pas envie de mettre mon prix trop haut. C'était une barrière psychologique. Donc, je trouve que c'est assez intéressant. Bon, bah du coup, on le valide celui-ci aussi. Deuxième. Des choses comme passe-partout. Allez, on valide. Mais c'est intéressant de souligner, je trouve ça bien que tu dises par principe. Parce que, en fait, encore une fois, alors je suis désolée, j'ai l'impression que je parle que d'entrepreneuriat aujourd'hui, pourtant je bosse en location. Et tu verras que le dernier commandement est en lien avec l'entrepreneuriat. Tu verras. Okay. Donc, oui. Bon. Mais c'est vrai, quand on est loueur saisonnier, on est quand même entrepreneur. Mais je trouve que c'est vrai que un des biais aussi qui nous guette en tant qu'entrepreneur, c'est d'avoir des principes plutôt que d'être un bon sceptique. La notion de bon sceptique, moi, je l'ai prise d'Olivier Roland, hein, c'est pas moi qui ai inventé ça. Mais en fait, être un bon sceptique, c'est se dire, à la base, je suis peut-être pas forcément pour, mais au moins, je vais tester pour soit entériner le fait que je suis contre, ou me dire, en fait, non, j'étais peut-être dans la méconnaissance et en fait, ça a marché pour moi. Et c'est intéressant ça à souligner, parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles, par rapidité intellectuelle, on va se dire, oh non, mais faut déboulonner ces principes-là qu'on a de base. C'est clair. Dans la location courte durée, je dirais que c'est un des symptômes, mais c'est aussi
un peu le format de ce mode d'entrepreneuriat. C'est parce que tu entreprends souvent, déjà, c'est plus un placement qu'initialement une démarche entrepreneuriale. Ça, c'est ma vision. Et derrière, c'est la location courte durée. Pour ceux qui en font, c'est seul, c'est en silo. C'est en développant l'activité que tu vas dire, ah tiens, mais en fait, les gars qui font de la location à côté de chez moi, c'est mes concurrents, mais c'est aussi des confrères. Donc, on peut s'apporter quelquefois des recommandations qui vont tirer tout le secteur vers le haut. Et on aura l'occasion d'en parler tout le long de cet épisode. Mais moi, je trouve que, par exemple, le salon que tu organises à la fin du mois de mai, enfin mi-mai, pardon, c'est un sujet hyper intéressant parce que ça permet aussi de s'élargir les chakras et de casser ces idées préconçues. Moi, j'en ai. Samy, j'imagine que tu en as aussi. Nous, on a l'avantage, par exemple, dans notre agence Macom Imo, d'être à deux. Quand il y en a un qui a des idées préconçues, souvent, comme on a deux caractères qui sont très différents, l'autre vient casser un peu les idées et on arrive à avancer comme ça grâce au caractère. Mais c'est vrai que quand on est tout seul chez soi à gérer un LMNP, si je peux reprendre des éléments de langage, mais c'est de se dire, en fait, tu avances tout seul. Au mieux, tu as ton comptable qui connaît pas bien ta situation, qui va pouvoir t'aider, mais lui, il va pas te dire, vas-y, fais varier tes prix, histoire que je galère un peu plus à faire ton bilan à la fin de l'année. C'est clair. C'est clair. Donc, on va passer au 3 parce que sinon, on va jamais arriver jusqu'au 10. Troisième, c'est tu optimiseras ton annonce comme une page de vente. Ouais. Donner envie. Les gens, quand ils vont sur Airbnb, sur Booking, ils vous accordent 3 secondes, quoi. Hein. Voilà. Ça leur plaît, ça leur plaît pas. Ils cliquent, et encore, s'ils cliquent sur votre annonce, hein, et ça y va direct, quoi. Donc, si les photos sont de mauvaise qualité, si le descriptif n'est pas complet, et si il n'y a pas une cohérence aussi avec un budget, etc., au revoir. Donc, il faut que votre annonce soit hyper optimisée, belle, attractive, et qu'elle donne envie. Voilà. Qu'est-ce que tu peux me dire, Élise, par rapport à ça? Alors, je pense que vous êtes même plus expert que moi en la matière, mais oui, complètement. D'un point de vue revenu management, ce qu'on va regarder, notamment chez nos amis Booking.com qui nous fournissent des stats qui sont très pratiques à utiliser avec le taux de... Alors déjà, notre position en ranking par rapport aux autres sur notre annonce, après à quel point on est cliqué, et après à quel point on convertit quand on est cliqué. C'est ce que tu soulignais à juste titre à l'instant. Nous, du coup, on va mettre en place des leviers de revenu management selon le diagnostic, quoi. Selon le symptôme, on met en place le bon médicament. Et je me rends compte que ma réponse est légèrement à côté de la plaque, quand même. Je vais pas... Non, mais Non. mais Ça te permet de faire des recos, du coup. C'est là que je me dis, heureusement que mon cerveau fonctionne bien. Bam, on va... Non, mais en fait, là où quand même il y a un lien par rapport à ça, c'est que il y a des facteurs clés de succès sur la rédaction de l'annonce, et notamment sur le titre, la photo, enfin le fait de la rendre attrayante à toutes les étapes du process, quoi. Soit pour que ça clique, ou soit pour que ça convertisse en vente. C'est clair. On avait été du coup chez Booking là, enfin à la conférence Discover de Booking, qui nous disait par exemple pour les photos de bien mettre en avant les éléments de sécurité pour les familles, hein, par exemple. C'est des choses qui sont hyper importantes du coup pour les annonces. Donc c'est ce que j'allais te dire, voilà. en fonction de ta cible, ton positionnement, c'est d'avoir que ça reflète tout de suite ce que tu veux donner, ce que tu veux faire vivre. Et comme tu le disais, pour les familles, directement montrer qu'il y a un aspect sécure, c'est important. Ouais, c'est vrai. Et dans le titre, s'assurer de pas donner des informations qui sont redondantes avec les autres informations présentes, par exemple caduques, le fait de dire le type de bien, par exemple, ou des choses comme ça. Ouais. Valoriser la proximité à un élément important comme la gare ou un lieu touristique, des choses comme ça. Ouais, puis mettre une photo du logement. Moi, combien de fois je vois quand je vais sur les sites Booking, Airbnb, des photos de l'extérieur. Ou la première photo, c'est les toilettes, par exemple. Ça. Ouais. Quand les gens ils mettent en lot les photos sur Airbnb, par exemple, ils mettent en lot. Et en fait, la première photo, et ils changent pas. Du coup, ça arrive plein de fois, ça. T'as ceux qui mettent l'extérieur en se disant, moi, je suis à côté de la cathédrale, c'est le truc le plus... qui imaginent que les voyageurs viennent pour la cathédrale. Et donc, ils vont mettre une photo de la cathédrale. Mais non, en fait, c'est le logement. Tu vois, c'est pareil, des fois, j'ai vu, et c'est dommage, c'est des logements, par exemple, avec des vues incroyables, et qui vont mettre une photo de la vue. Et c'est génial. Mais si on voit pas que la vue, elle est du logement, il y a une perte de... Ah oui, t'as raison. Très, 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 très important. T'as raison à 100%. Sinon, on croit que c'est un paysage.
C'est ça. Excellent. Et le nombre de... Tu t'amuseras pour tes vacances. Moi, j'ai fait l'exercice là il y a pas longtemps. Je me suis dit, mais quoi, les vacances c'est quand des vacances? C'est quoi des vacances d'ailleurs? Rappelle-moi le concept, juste un instant, un reminder. Alors, c'est un petit moment où tu es censé couper ton téléphone. Ok. Et c'est pour ça fait longtemps. Elle s'est greffé le téléphone à l'oreille. En fait, il y avait. Exactement, il n'y a plus de. C'est pas possible. Donc ouais, Samy, on valide, je crois, ton 3e enseignement, optimisé comme une page de vente. Ah si, une petite data hyper intéressante qu'on avait obtenue de la part de Booking, les 200 premiers caractères pour une annonce. Donc c'est pas la peine de faire du Molière dans la description, faut accrocher dès les 200 premiers caractères. 200 caractères, ça va être quoi, 15-20 mots, peut-être un peu plus, allez, une trentaine de mots. En gros, les 2 premières phrases, hein. Donc c'est pas la peine de... Il faut accrocher dès là, et puis après être plus dans la description plus détaillée après, quoi. Voilà. Moi, ce que j'ai l'habitude de faire sur mes annonces, c'est je donne les informations principales. C'est ça, dans un tout petit paragraphe, en fait, vraiment les caractéristiques vraiment principales du logement, et ensuite je décris bien plus en détail l'appartement. Voilà, comme ça, ça montre les éléments principaux dès le début. Voilà, bon. Allez, on valide du coup ce troisième, c'est ça, le 3e commandement. Bon, là maintenant le 4e, c'est bien sûr, tu diversifieras tes canaux de réservation. Évidemment. Oui, oui. Combien de personnes on a vu rester sur une seule plateforme et se dire, moi ça loue plus, ça loue plus. Ah, combien de fois? Non, le pire qu'on a eu, c'est ça loue. Je suis très content des performances. Pourquoi j'irais ailleurs? Ah moi, c'est ça le pire. C'est pas ça loue plus. C'était avant ça, mais parce que maintenant, il y en a beaucoup qui disent, ah oui, mais ça loue plus. En fait, j'ai l'impression que ne pas se rendre compte qu'on a un problème, c'est quand même un des grands mal qui guette notre métier, et ça doit être le cas dans d'autres métiers aussi. Mais en tout cas, sur le chiffre d'affaires, je trouve que c'est quand même un des grands maux qui guette, quoi, de pas se rendre compte qu'on passe à côté d'argent, et on se congratule en se disant vraiment mes annonces, qu'est-ce qu'elles cartonnent, etc. Et en fait, on n'y est pas. Ce qui aide pas, moi je trouve, à la diversification, c'est qu'il y a des canaux, c'est qu'il y a des fausses croyances aujourd'hui, des croyances limitantes, de se dire oui, mais là aujourd'hui je suis présent que, on va citer son nom, hein, sur Airbnb. Si je vais ailleurs, mes commissions vont augmenter, je vais être moins bien ranké, je vais être moins bien classé dans les recherches, et donc du coup je vais perdre de l'argent. Moi je trouve que c'est une fausse croyance, parce que on ne prend en compte que ce qu'on perd, mais pas ce qu'on gagne. C'est-à-dire le potentiel de visibilité qu'il y a sur les autres plateformes, notamment Booking. On va pouvoir en citer d'autres. Si j'ai bien compris, sur le salon, on va reparler du salon. Abritel, c'est ça, c'est Abritel. T'as une autre plateforme qui va venir parler de ce qu'elle propose. On peut dire, vous voulez que je dise? Oui, carrément. Ouais. C'est Expedia Group avec la marque Abritel. Et vous savez, je ne savais pas qu'Abritel était français initialement. Ah oui? Ouais. Parce qu'en fait, c'est une plateforme plutôt étrangère, c'est ça? C'est les étrangers qui réservent sur Abritel, non? C'est une excellente question à leur poser. Je ne sais pas quel est le poids de marché français versus marché extérieur. Ça serait intéressant de savoir ça, parce que c'est vrai que moi j'avais entendu, et moi j'ai pas mes logements chez Abritel, alors que c'est peut-être une erreur d'ailleurs, parce qu'en fait, je me suis dit que la typologie de... leur cible ne correspondait pas à mes logements, en fait, alors que peut-être je me trompe. Ouais, moi j'avais une croyance, je sais pas si c'est vrai ou faux, c'était que les types de logements c'était forcément des maisons, tu vois, plutôt destinés aux familles, des logements entiers, plutôt campagne, tu vois, à travers la communication qu'ils ont, c'est un peu le message qu'ils renvoient. C'est vrai qu'ils sont quand même dans leur stratégie marketing, on voit qu'ils sont très orientés quand même famille, petits groupes en tout cas, ou jusqu'à grands groupes, mais et nous ce qu'on voit c'est que les biens de plus grande taille fonctionnent mieux en effet que des petits biens, quoi. Ouais. Mais du coup, pour revenir à ton commandement, Samy, sur l'importance d'être diversifié, moi, ce que j'ai noté, c'est pas tant l'importance d'avoir 150 canaux. Il faut avoir des canaux pour être visible, parce que, comme là, on vient de le dire, tu vois, sur Abritel, il y a une typologie de population qui va y aller. Sur Airbnb aussi, sur Booking, encore une autre, sachant que chaque plateforme va avoir plutôt tendance à valoriser certains biens plutôt que d'autres.
pas que vous ne soyez pas dans la cible des biens qui vont être mis en avant, mais en gros, ça va attirer une population qui peut être plus ou moins différente. Je vais prendre le cas de Booking qui va proposer une offre hôtelière assez importante, et donc du coup, vous allez rentrer dans les champs de recherche des gens qui cherchent des hôtels. Et donc du coup, ça élargit le spectre par rapport à Airbnb où il va y avoir que des gens qui vont proposer des locations courte durée. Donc ça, pour moi, c'est un gros enjeu parce qu'on va pouvoir toucher des populations différentes, notamment les professionnels. Ça, c'est un exemple parmi d'autres, hein, mais quand on va sur Booking, les professionnels cherchant plus souvent des hôtels, si vous avez besoin de remplir en semaine et que vous avez un logement qui s'y prête, c'est dommage de ne pas se mettre sur cette plateforme. Et puis, le deuxième avantage que je vois, c'est la cannibalisation. Alors ça, c'est un méchant mot qui fait peur, des plateformes entre elles. C'est-à-dire que, et on l'a vu hein, quand on a été à l'événement Discover là, de Booking, c'est que les plateformes entre elles essayent de gagner des parts de marché. Et donc du coup, elles se battent entre elles pour que les réservations soient faites sur leur plateforme. Et donc du coup, vos biens, ils vont être mis en avant aussi de manière différente et vous allez avoir une cannibalisation dans le sens où vous allez peut-être accélérer le processus de remplissage de vos logements parce que si vous êtes sur une seule plateforme, vous êtes visible qu'une seule fois. Là, si vous êtes sur 3 plateformes, et donc du coup, ça va se faire concurrence. Et on l'avait vu quand on avait reçu Nicolas, Samy, je ne sais pas si tu te rappelles de cet épisode, où son compte Airbnb avait été clôturé. Et il se retrouvait plus qu'avec Booking et son site de réservation en direct. Et je crois que Booking faisait, je vais dire un pourcentage qui est délirant, puisque je ne les ai plus en tête, mais en gros faisait peut-être 30%. Et s'est rendu compte qu'une fois que Airbnb avait clôturé son compte, était passé à 70%. Et en termes de volume, c'était 1,5 fois ce qu'il avait fait le mois d'avant avec Booking. Et c'est là où moi j'en viens à la cannibalisation, c'est qu'en fait les plateformes viennent prendre des nuitées les unes aux autres, et donc du coup remplissent le calendrier plus ou moins vite. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant. Et ce, d'autant plus qu'on sait qu'on ne peut pas prétendre au même prix moyen selon les plateformes. On sait que, par exemple, on peut prétendre à un prix moyen plus haut sur une plateforme comme Booking.com pour la raison que tu évoques, parce qu'on est comparé à des pros, notamment les hôteliers, etc. Donc, il faut absolument... En fait, si on était, encore une fois, moi, je reprends que des exemples triviaux, mais si on faisait de la lessive et qu'on se dit, allez, je veux être distribué dans ma ville, évidemment qu'on va chercher à avoir tous les supermarchés de la ville. On va pas se limiter à un seul supermarché. Alors, pourquoi est-ce que ça nous semble être une bonne idée de n'avoir qu'une seule plateforme? Il faut travailler avec tous les commerciaux. Pour moi, leur métier, c'est d'être commercial. Il faut travailler avec tous les commerciaux qui peuvent œuvrer comme ça, sans que nous, on ait à bosser au service de notre travail, de notre activité. Et c'est intéressant ce que tu as dit, et moi, je l'applique plein. Donc là, en fait, sur Airbnb, sur Booking, on ne peut pas appliquer le même taux de commission. Enfin, il faut, du coup, tu recommandes sur Airbnb de louer un peu moins cher que sur Booking, c'est ça? Ouais, nous, c'est ce qu'on fait. Ok. Et ce d'autant plus qu'il y a souvent un écart de commission, pas toujours, mais il y a souvent un écart de commission. Donc comme on impute aussi la commission, mais ouais, on sait que, ou alors parfois on va mettre un prix qui est plus haut parce qu'on sait qu'à cette période-là on peut prétendre à un prix plus haut et on sait qu'il y a fort à parier que ça partira pas sur Airbnb, mais entre guillemets on s'en fiche parce qu'on sait qu'on va trouver notre marché sur Booking.com et qu'on va vendre à ce prix-là et que ça va le faire quoi. Ok. Et puis un truc qu'on a ressorti de la conférence à laquelle on a participé, c'est qu'il y a des plateformes qui n'ont pas les mêmes stratégies commerciales. Ce qui fait que sur Booking, pour pas les citer, il y a des programmes aussi qui vont permettre de profiter de promotions et de maximisation de visibilité, de choses comme ça, qui sont pas forcément proposées sur les autres plateformes. Et donc du coup, ça, c'est quelque chose qui est à étudier. Et quand on n'est que sur une seule plateforme, on ne peut pas non plus étudier les différentes options qui se proposent à nous et de faire évoluer notre offre. Et nous, on l'a vu, notamment grâce à quand on accompagne des loueurs, les mix. Et donc, comment expliquer ça avec un terme français? La répartition des plateformes entre elles, elle a eu tendance à évoluer. Et on voit que Booking prend quand même de plus en plus de place dans la répartition. Sans parler des réservations en direct quand on fait appel à nous pour des sites de réserve en direct. Donc ça aussi qui vient prendre de la place dans le mix. Ouais, je voulais parler du direct aussi, mais peut-être on a un futur commandement sur le direct, je ne sais pas, je ne veux pas présager. Non, il est intégré là-dedans, je n'ai pas d'autre sur le direct. Je pensais que tu avais fait un, tu vois, et c'est pour ça que je voulais pas spoiler. Non, je l'ai intégré dans diversifier ses canaux de réservation, et dedans j'ai les canaux, Booking, etc., les sites en direct, Google My Business, et tu reprendras le pouvoir sur ta commercialisation, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait. C'est un peu
Bah, tu vois, moi qui voulais Ouais. pas spoiler ton 5e commandement, tu vois, Non, je non, je pensais vais que pas tu le vois que dire. ça Il ferait fait l'objet marquer d'un. dedans. Ah, parce que moi, tu vois, alors tu vois, j'en aurais fait un à part Non. entière. Ah bah, C'est on peut en faire un. et C'est... bah, ton site de réservation en direct, tu mettras en place ou Eh ben, écoute, c'est le 5e. Alors voilà, on en parle. parce que pour moi, Je note. c'est l'indispensable. Tu peux bien sûr commencer avec les plateformes et c'est même essentiel. Je recommande pas 100% de direct parce que les plateformes sont des apporteurs d'affaires. C'est comme, pour reprendre ton exemple de vendeur de lessive, Élise, c'est comme si demain tu décidais d'aller ouvrir un stand ou une boutique. Allez, on va être un peu plus classe quand même que le stand, mais que derrière, en fait, tu espères faire la même performance avec ta boutique. Tu as quand même un énorme apporteur d'affaires que tu vas payer. Et toi, bah, en fait, ta rue, il faut imaginer que si tu ouvres une boutique avec un site en direct, c'est une rue en devenir. Mais le jour où tu ouvres, il n'y a pas énormément de trafic. Par contre, tu sais que tu vas mettre en place des actions pour que les gens passent dans ta rue, voient ta boutique et, in fine, viennent réserver. Mais en attendant, il n'y a pas énormément de trafic. Donc, il faut avoir cette stratégie d'être présent à la fois sur les plateformes, d'être présent et de développer petit à petit ta présence en ligne avec ton site de réserve en direct. Ça et Complètement. plus d'autres aspects. Mm. Ouais, complètement. Et surtout que quand on fait bien sa tarification, on peut générer plus de chiffre d'affaires des réservations en direct que des réservations issues des plateformes, tout en donnant un avantage à notre voyageur à réserver Mm. sur le site en direct par une déclinaison des tarifs. On peut aussi donner des avantages en nature, entre guillemets, aux voyageurs, surtout si on a plusieurs biens, on peut dire qu'ils seront upgradés, par exemple. Ça, c'est des méthodes hôtelières, l'upgrade gratuite pour fidéliser. Euh, et, et aussi sur le site en direct, on peut mettre en place tout un tas de mécanismes promotionnels dédiés. On peut faire des packages aussi. Financièrement, c'est intéressant de faire des packages selon les cibles de clientèle qu'on identifie. Mettons Mm. qu'on est, je prends un exemple parmi les milliards d'exemples qu'on a eu en 6 ans chez J'affiche complet, mais si on identifie qu'on est à côté d'un golf et qu'on a beaucoup de golfeurs qui vont venir à côté, ben, on fait des packages liés à ça. Enfin, les possibilités sont littéralement infinies pour fidéliser, incentiver les clients à réserver sur notre site. Mm. Bah, Ouais, c'est le cas du golf, on l'a eu, on a accompagné une cliente qui justement voulait maximiser ses réservations en direct alors qu'elle avait un golf au bout de la maison. C'était une belle maison en location courte durée et elle voulait bénéficier au maximum de la visibilité du golf, enfin profiter et créer un partenariat et créer un maximum d'émulation autour de ça. Donc, et je rajouterais même une chose par rapport à ce que tu dis, Élise, en termes de performance commerciale, et c'est notamment le cas pour les locations expérientielles type Love Room, où ça fait partie même du business model, ouais. c'est-à-dire la vente additionnelle. Et quand on est présent que Ah sur les ouais. plateformes, aujourd'hui, on se tire une balle dans le pied parce que l'expérientiel sur une plateforme, ça marche, mais c'est pas optimisé. Quand vous avez une fiche, que ce soit une fiche Airbnb, une fiche Google, une fiche Booking, c'est la même que vous fassiez le gars qui a une caravane pourrie au fond du Vercors et une love room de hyper qualitative, elle aura le même écrin, la même base. Donc c'est difficile de se distinguer et on peut pas appuyer son positionnement à fond sur ces plateformes-là. C'est normal, c'est une marketplace, il faut se coller au modèle. Donc du coup, il y a déjà un premier point. Et le deuxième point, bah, c'est justement la vente additionnelle. Et donc du coup, quand on est sur un site qu'on va avoir construit soi-même, son canal en direct, on va déjà pouvoir vendre, du moins donner envie. Et c'est quand on donne envie, on sait que c'est au moment de l'achat qu'il faut Il faut, pousser les ouais, upsells faut taper, parce que ouais. le client est chaud et c'est à ce moment-là. D'ailleurs, c'est pour ça que quand vous réservez souvent sur Booking, par exemple, ils vont vous proposer des upsells. C'est la location de la voiture, la location, en fait, tous les services que eux vont proposer. C'est les upsells Booking qui vont vous présenter, pas les upsells de votre logement. Vous allez réserver un billet de train, on va vous proposer une location de voiture, on va vous proposer L'assurance, différentes assurances et choses comme ça. Et même pour les parcs d'attractions et j'en passe. Donc du coup, c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut pousser les services additionnels. Et quand on fait de l'expérientiel, on sait qu'on a des taux de réservation, des taux de remplissage qui peuvent être plus bas que sur de la location classique. Donc du coup, il faut maximiser le panier moyen de chaque nuitée. Et c'est comme un peu au cinéma, la confiserie doit rapporter autant que le film, quoi. Moi, je savais pas ça. Là, en cinéma, la confiserie doit rapporter autant que le film.
Alors, j'ai pas les montants exacts, mais en termes de rentabilité, je crois qu'on est sur du 50-50. C'est tellement cher là-bas en même temps. C'est vrai. En fait, c'est que les marges d'exploitation des films, je crois que sont très limitées. faibles aussi. Sont très faibles. Alors que sur la confiserie, quand tu le vois, hein, tu achètes un paquet de bonbons à 4 euros, à 4,50 € alors qu'il est au supermarché du coin à 90 centimes. Voilà. Mais bon, ça fait partie du jeu. La petite mais s'il n'y avait pas ça, est-ce que vous mettez les bonbons dans vos manches? Voilà. Vous achetez à Lidl à côté. Mais si tu n'avais pas la confiserie, il n'y aurait peut-être pas le cinéma. C'est un modèle global. Donc, les Love Rooms, notamment, je pense à ces Love Rooms, et je pense que ce sera même le cas le plus en plus pour la location courte durée, pour plein de facteurs externes qui font baisser la rentabilité globale des projets. Ne pas aller chercher, tiens, ça pourrait être un commandement de plus. Aller chercher de la vente additionnelle, tu devras. Je ne l'ai pas noté, ça. C'est les 12 commandements. En fait, il va y avoir les 20 commandements, tu vois. Stackage. Non, mais t'as raison. Il faut qu'on avance un petit peu. Allez, vas-y, Samy, c'est le maître du temps. Au cinquième, là. Cinquième. C'est le 6e, parce qu'on a dit que tu devrais des réservations en direct, tu prendras. Ça, c'est le 5e pour moi, non? Ouais. Voilà. Donc là, je passe au 6e. Pour moi, il y en a un qui est indispensable. C'est tu prépareras un logement impeccable. Oui. Ah oui. Est-ce qu'on associe ça au ménage aussi? Ah oui. Est-ce qu'on met dans le même lot le ménage ou je spoil la suite ou pas? Non, en fait, c'est le ménage. Ouais. Pour moi, c'est vraiment... il doit être impeccable. On vient pour passer une nuit, une expérience et d'avoir un cheveu oublié dans la douche, etc. On ne peut pas se permettre. Impeccable, de niveau hôtelier, parce qu'aujourd'hui, les voyageurs ne nous laissent plus passer quoi que ce soit qui ressemblerait à de l'amateurisme. On peut pas se permettre, en fait. Donc, en fait, tout ça, c'est vrai sur tout le faisceau des aspects liés au logement. Donc, le ménage, comme tu dis, la partie décoration aussi. On est obligé d'avoir une décoration au bout du jour. On peut plus se permettre d'avoir un truc dans son jus. Et puis, l'entretien, je trouve, qu'on soit loueur ou même qu'on soit conciergerie, on a un rôle aussi de sensibiliser les propriétaires en tant que conciergerie. Il faut toujours, moi je le fais en tant que propriétaire, il faut toujours garder un fond de roulement pour la plaque. Nous c'est ça, là, il y a une plaque qui a pété, elle est toute fissurée, alors elle fonctionne parfaitement, mais ça fait pas clean, ça fait pas nickel. Donc là, on va la remplacer. Elle marche, mais elle est fissurée, donc on va la remplacer. Des petites choses comme ça, il faut qu'on s'astreigne à avoir un fond de roulement financier dans l'activité dédié à ça, à une tenue en bon état. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, peut-être parce qu'on est dans le métier, quand on va dans un hôtel et qu'on démasque des petits aspects de vétusté, est-ce que ça nous saute pas au pif quand même? On va pas se mentir. Si, on les cherche. On fait la comparaison, on cherche. C'est ça. Et donc en fait, nos voyageurs font pareil. Voilà. Donc il faut avoir au moins les trois. Il y a peut-être d'autres choses que j'oublie, mais pour moi les trois aspects sont incontournables. Et ménage de qualité hôtelière, bien sûr. Et en fait, je pense que je vais ce commandement-là, je vais le fusionner avec le commandement suivant parce qu'en fait, il correspond vraiment à ce qu'on dit. C'est tu offriras une expérience irréprochable dès le premier message. En gros, vraiment, il faut que tout, comme tu as dit, hein, il faut qu'on ait une qualité hôtelière, il faut qu'on ait comparé à des hôtels, donc il faut que toute l'expérience soit clean, quoi. Je vais ajouter un point, tu vois, qu'on a pu voir, Samy, c'est le fameux rapport qualité-prix. Aujourd'hui, on ne peut pas se dire, je vais optimiser mes prix avec du revenu management, par contre, je ne vais pas faire correspondre la qualité qui va en face. C'est-à-dire, je vais proposer, je vais me caler sur les prix de marché qui sont autour, donc les hôtels notamment, mais je vais garder un truc dans son jus, comme tu disais, un joint jaune, un cheveu. Et ça, ce n'est pas possible. Si aujourd'hui on veut se mettre sur un positionnement de prix qui est assez élevé, il faut aussi avoir le service qui va en face. Moi, j'ai une question à vous poser sur ça, parce que vous êtes très fort en marketing et tout ça. Et peut-être que les personnes qui nous écoutent se posent aussi la question comme moi. Est-ce que vous pensez que justement sur le deuxième pilier fusionné que tu disais, Samy, sur l'expérience qui doit être de plus haut niveau dès le début, est-ce que pour vous, l'IA est vecteur de qualité ou de perte de qualité? On pourrait se dire qualité sur la réactivité et en même temps on pourrait se dire perte de qualité sur la déshumanisation de l'échange, mais en même temps on sait que des fois l'IA est meilleure que l'humain qui peut avoir ses émotions, ses humeurs, etc. C'est quoi votre avis sur ça, votre conviction? On a fait un épisode il y a pas plus tard que combien? Il y a 15 jours, je crois. Il y a 15 jours où du coup on parlait d'IA et de location courte durée et c'était tout notre sujet. Bon, Maxime, je te laisse du coup en tirer, enfin dire les conclusions. Vas-y, après ton point de vue en tant que joueur.
ton point de vue en tant que loueur, il est hyper intéressant sur le sujet, mais moi, tu vois, l'IA, j'étais assez critique sur le sujet en disant ça va déshumaniser. Ouais. Ça va déshumaniser quand même. Et en fait, là où je trouve que ça va apporter quand même quelque chose, c'est de se dire les questions qui sont redondantes, en fait, plutôt que de te prendre de la charge, l'IA va les gérer. Ouais. Donc ça, déjà, toi, tu te décharges et en gros, elle va apporter une réponse qui peut être qualitative et justement, toi, tu ne seras pas agacé, tu n'auras pas eu tes émotions. C'est la 15e fois cette semaine qu'on pose la question, j'en ai marre. Ouais. Non, l'IA, elle s'en fout, elle répond. Ça va te permettre de libérer de la bande passante pour répondre aux questions à enjeu où là, il faut apporter de la qualité humaine. Ouais. Là où il ne faut pas tout automatiser, c'est justement ce qu'on avait identifié, c'est 20%. On va dire qu'il y a un Pareto, 80% de questions récurrentes, 20% de questions à valeur ajoutée. Et de se dire que l'IA va répondre à ces questions-là, pour moi, c'est problématique et c'est là où on va déshumaniser le truc. Donc, l'automatisation par l'IA va permettre peut-être d'humaniser ces questions récurrentes parce qu'on va pouvoir apporter une touche indolore, insensible, tout ce que tu veux, qui ne va pas agacer celui qui va pouvoir apporter de la valeur ajoutée aux questions où il y a vraiment besoin. Et celle qu'on a reçue, qui a créé Now I Stay, parce que j'ai un super accent anglais. D'ailleurs, vous avez une super offre dans l'épisode pour aller tester cette offre d'IA qui s'implante directement dans Airbnb. Peut-être que tu connais, Elise, c'est Bassel qui a fait Orizio. Non, je sais plus. Bref. C'est un peu comme l'e-box. Enfin, je le compare à l'e-box, moi, parce que c'est le comparatif entre guillemets, mais il avait fait Orizio, enfin, il a toujours Orizio et il a créé également, du coup, cette plateforme d'IA maintenant. Now I Stay. Ouais. Et là, ce que je trouvais intéressant, c'était justement utiliser l'IA pour se décharger sur les questions récurrentes qui pourraient nous prendre de la charge mentale, cette fameuse, pour en conserver sur les questions à fort intérêt. Ouais. Et là où je trouvais aussi intéressant, c'est que l'IA pouvait aussi remettre de l'humain là où il n'y en avait plus, parce qu'on n'avait pas la bande passante pour traiter certains points, et notamment quelqu'un qui va envoyer un message de remerciement, se dire j'ai pas le temps d'y répondre, de toute façon il a déjà acheté ou tout ce que tu veux, se dire allez, je fais l'impasse, un peu comme un étudiant face à toutes les fiches qu'il doit apprendre, se dire celle-là je fais l'impasse parce qu'elle est peut-être pas si importante que ça, et l'IA va pouvoir prendre le relais aussi pour apporter une touche d'humanisation. Non pas que ce soit l'ordinateur qui va répondre, mais on lui aura dit, voilà, j'ai pas le temps de répondre, tu vois, et d'apporter une touche quand même humaine. Donc, la limite, elle est sur ces 20% à valeur ajoutée, à mon sens. Ouais. Ok. Samy, toi, en tant que loueur, parce que moi, c'est ma vision de marketeur. En fait, c'est exactement ça. C'est comme l'automatisation pour moi. Je le mets l'IA, automatisation, c'est un peu pour moi, la même chose. L'automatisation, je l'ai mis en place pour me libérer plus de temps, pour être au plus proche de mes clients, entre guillemets. Donc, l'envoi des guides d'accueil et tout ça, c'est fait automatiquement. Voilà, je n'ai pas de valeur ajoutée par rapport à ça. Par contre, quand la personne va me dire « je suis bien arrivé dans votre logement, tout est OK », du coup, j'envoie le petit message personnalisé pour ma part en disant « merci », etc., etc. Que si je devais tout envoyer à la main, etc., je pense qu'au bout d'un moment, déjà, tu pètes un câble. Plus tu as de logement, plus ça s'accumule et plus tu... Voilà. Et tu prends bien moins de temps par locataire. Voilà. Donc, l'IA et l'automatisation, pour moi, ça m'aide à me rester focus sur ce qui est essentiel. Génial. Super intéressant. Allez, on va passer à un autre commandement. C'est combien celui-là ? C'est le 7e ? C'est le 7, il me semble. Allez. Tu respecteras la réglementation même quand elle change. On est en plein dedans, là, avec tout ce qui se passe. Ah oui, là, c'est amour, couleur et beauté, là. Là, c'est fini plus de rebondissements. C'est mieux que la dernière série Netflix, quoi. C'est clair. Non, mais en plus, c'est que ça bouge tout le temps. C'est question de TVA encore. C'est quand c'est cette semaine ? Non, c'est la semaine dernière, au moment où on enregistre l'épisode, qui s'est passé. La TVA qui devait être appliquée pour la location courte durée avec la franchise, etc. Au final, le BOFIP a été changé. On devait faire un épisode là-dessus. Notre avocat qui devait intervenir nous a dit « Oh là les gars, je sais pas je viendrai quand ce sera sûr. » Depuis, on n'a toujours pas fait d'épisode. On préfère ne pas faire d'épisode sur le sujet
tant qu'il n'y a pas un truc clair. Et donc, du coup, c'est pour ça que nous, on va pas faire des épisodes putaclic sur le sujet, faut dire ce qui est, pour que la semaine d'après, on vous dise, en fait, non, ça a encore changé. Non. Ce qu'on nous dit pas sur la TVA qui a changé, c'est que du coup, c'est le SPLM, c'est ça, Maxime? Oui. Qui était intervenu pour une voilà. Et en fait, elle disait que c'était pas si simple que ça là, qu'ils ont mis à jour le BOFIP en fait, mais en fait, c'est pas forcément encore annulé. Hein. Enfin, il va y avoir des choses qui vont arriver. Hein. Oui, et je crois qu'il y a un doute entre boîte à clés. En fait, ils ont redit boîte à clés, mais serrure connectée, par exemple, c'est pas explicitement exempté entre guillemets. Enfin, il y a des zones grises. Il y a des zones grises, ouais. Exactement. Et c'est la doctrine européenne, etc., là, qui est en train de se mettre à jour et qui, du coup, se répercute sur la France. Mais même la France, en fait, ne sait même pas si elle doit appliquer ou non cette réglementation. Il y a vraiment un gros flou total, même pour le ministère. Hein, ils le disent, ils l'avouent. Hein. Et donc, du coup, il faut s'adapter. C'est qu'aujourd'hui, en plus, les lois ne sont pas... le processus législatif, il est un peu perturbé. Avant, les lois étaient débattues, amendement, pas amendement, et ça passait en vote, chaque point d'une loi. Maintenant, ça passe en 49.3, donc il y a un truc qui est rajouté, on n'est même pas au courant, et même ceux qui la votent ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe de manière claire. Je ne vais pas dire qu'ils sont complètement à l'ouest, mais ça passe sur une démarche qui est inhabituelle. Donc du coup, il y a des éléments qui viennent s'inscrire dans la loi où on le découvre, et on fait un parallèle avec les micro-entreprises qui ont été justement perturbées par ces lois, où il y a eu une ligne qui est apparue et tout le monde s'est mis ça a été un tsunami, ce qui est venu impacter aussi la LCD, puisqu'il y en a qui ont cru que la franchise de TVA pour les micros venait impacter les activités commerciales. Donc on a vu passer des seuils à 25 000, puis des seuils à 85 000, et puis oui, et puis non. Donc en fait, c'est tellement complexe aujourd'hui. Ce qu'il faut arriver aujourd'hui, c'est avoir une bonne veille juridique. Élise, on avait eu l'occasion, quand j'étais passé sur ta chaîne YouTube, où on avait eu une demande de conseil juridique et tout. Non, ayez le bon interlocuteur, c'est pas YouTube, c'est même pas nous. Nous, on est là pour donner des clés sur ces aspects-là, mais les conseils juridiques, clairement, c'est un juriste ou un avocat, quoi. C'est pas un podcast spécialisé, si possible. Ouais, c'est vraiment, et même si vous aviez un podcast 100% juriste, location courte durée, c'est pas vous. C'est le podcast, il s'adresse à une audience. C'est pas votre situation précise, avec vos problématiques, votre schéma. Donc il faut vraiment avoir du conseil personnalisé. Par exemple, par rapport à tout ce qui est LMNP, LMP, s'il faut mettre en SCI à l'IS, s'il faut... Et ça va vraiment dépendre de votre situation personnelle, en fait, hein, du nombre de personnes dans le foyer, de vos objectifs, etc. Ça, il faut, à mon sens, il faut avoir un vrai conseil. Et ne pas là où on peut trouver sur Internet, c'est se dire à quel conseil je m'adresse, mais pas prendre pour acquis ce qui est présenté sur les réseaux. Toi, Élise, du coup, par rapport à ton expérience et à tes retours par rapport à tout ce qui est réglementation, tu as eu des infos, c'est des inquiétudes, c'est quoi que tu as eu Nous, il y a eu 2 éléments qui ont été marquants là sur fin 2024 et début 2025. Le premier, c'est comment est-ce que, si jamais je découvre que je suis soumis à la TVA, comment j'impute ça dans mon revenu management et dans ma tarification? Est-ce que du coup, je majore mes prix de 10% partout ou pas du tout? Nous, malheureusement, parce que j'aimerais pouvoir dire, bah oui, vous prenez pas la tête, les amis, vous mettez 10% partout. Malheureusement, on voit que c'est pas réaliste de faire ça, parce qu'en fait, il y a des périodes sur lesquelles le 10%, ça va pouvoir tenir, parce que potentiellement, les prix étaient sous-évalués ou des choses comme ça. Et puis il y a d'autres périodes où en fait le 10% il va venir entraver les ventes et on a plus à perdre de vouloir absolument l'absorber notre 10% parce qu'on va perdre beaucoup de ventes plutôt que de se dire bah tant pis je mets mon mouchoir sur cette histoire de TVA sur mes mois faibles mais je maintiens mes volumétries de vente. Donc ça c'était le premier point. Comment j'impute ma TVA? Donc nous on recommande vraiment de regarder selon le bien la performance, le marché pour imputer ou non potentiellement pas toute l'année. Et le deuxième sujet aussi qui a été assez prégnant, c'est moins lié au revenu management, mais c'est aussi, et c'était le SPLM aussi qui l'avait partagé, les conciergeries deviennent maintenant responsables en cas de biens qui ne respectent pas les réglementations locales dont on a la gestion en conciergerie en fait. Parce qu'avant, on se disait, beaucoup de personnes se disaient en conciergerie, bah de toute façon c'est mon propriétaire qui gère, il me dit qu'il est en règle, ok, il est en règle. Et maintenant c'est plus possible ça, parce que sinon le gestionnaire, la conciergerie est inculpé également du fait du non-respect des réglementations. Donc ça, c'était aussi la cause. Donc ça, c'est important, ouais. Voilà. Ce que je te rejoins, Elise, sur le premier point que tu disais par rapport à l'intégration de la TVA, est-ce que je la mets en plus, est-ce que je la prends à ma charge?
c'est d'un point de vue macro, donc d'un point de vue global, le SPLM disait les montants fiscaux qui ont été calculés n'ont pas pris en considération cette élasticité du prix, c'est-à-dire qu'elles se sont dit, bah voilà, aujourd'hui ça fait X milliards d'euros, bah, on va prendre 10% de tout ça, donc ça fait X millions ou X milliards même de revenus fiscaux, de recettes fiscales, et sans prendre en compte que bah, en fait ça pouvait faire baisser le... Donc ça c'était aussi... Et ouais, exactement. Qu'en fait, comment on dit celui qui paye ses impôts, le contribuable. Le contribuable, voilà, le contribuable, il va vouloir éviter sa perte et donc augmenter ses prix et donc baisser ses ventes. Et en fait, du coup, bah, le montant calculé par l'État n'existe plus finalement. C'est exactement ça. Je crois que, pour me rappeler mes cours de marketing, c'est l'élasticité du prix. Hein. Je crois que je ne me trompe pas de mots jusqu'à quel point il est acceptable ou pas. Ouais. L'élasticité tarifaire, peut-être si certains ont jamais entendu parler de ça, c'est la propension que vont avoir les consommateurs à acheter un produit selon l'évolution de son prix. Donc une grande élasticité tarifaire, c'est quand les gens sont prêts à acheter même si le prix bouge du tout au tout. Et une très faible élasticité tarifaire, c'est quand les gens sont très peu prêts à acheter quand le prix bouge à la hausse ou à la baisse. Ouais, c'est là où tu vas avoir le luxe et les patates. Ouais. Globalement. Globalement, c'est ça. On est au combien? 8e? Ouais. Je prends des notes en même temps, Samy, pour te les redire. En fait, là, j'en avais fait plusieurs et en fonction de ce qu'on dit, en fait, il y en a que j'enlève pour voilà. Et là, bah, du coup, celui-ci ne devait pas y être, mais je trouve qu'il est assez pertinent. C'est tu anticiperas les galères avant qu'elles n'arrivent. Toujours avoir un plan B. Voilà. Ça arrive. Des pannes, du surbooking, ça arrivait. Voilà. Les voisins qui peuvent être un peu grincheux. Toujours avoir un plan B, c'est hyper important. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah ouais, moi, j'aimerais bien poser la question à Élise. Tu vois, les galères, tu anticiperas, mais avec son expertise sur les prix. Tu vois, trou de réservation, ça se remplit pas. C'est quoi, toi, ta vision sur les galères, sur les aspects que tu gères dans la location courte durée? Alors c'est marrant parce que je crois que c'est la première fois qu'on me pose la question dans ce sens-là en 6 ans. Et j'adore parce que du coup, ça me fait creuser, ça me fait réfléchir. En fait, je dirais que le revenu management, c'est un métier d'anticipation de la galère par nature, en fait. Parce que typiquement, les périodes de faible demande, l'avantage du revenu management, quand justement on se pose sur sa stratégie un an avant et qu'on construit la stratégie sur l'année à venir, on va déjà, au moment de la construction de la stratégie, mettre en place tout un tas d'accroches, en fait, de hooks pour les réservations, notamment sur les périodes de faible demande, qui vont nous aider à faire en sorte de ne pas avoir de galère, quoi. Donc, les galères, tu anticiperas, c'est préparer sa stratégie en amont et pour l'année à venir. Ça, c'est un gros levier pour anticiper les galères. Un autre levier pour anticiper les galères, s'assurer de travailler avec des systèmes qui permettent d'avoir, par exemple, si on prend l'exemple des durées de séjour minimum, beaucoup de channel managers permettent d'avoir le remplissage automatique des trous. C'est exactement ça, c'est anticiper les galères et s'assurer que le système, clac, il va tout de suite se débloquer pour pouvoir remplir le trou. Donc ça, il faut bien le paramétrer d'un point de vue revenu management. Et puis, in fine, en fait, quand on prévoit l'avenir et qu'on met en place des stratégies, il y a toujours un taux de cas où on s'est trompé, on a été trop optimiste ou trop pessimiste. C'est avoir l'agilité et la compréhension des leviers sur lesquels on peut agir pour revoir un peu ces stratégies quand on est plus proche de la date pour éviter de rouler dans le mur, quoi. Est-ce que ça répond bien à la question ou pas? Très bien. Ouais. Parfait. Parfait. Ok. Parfait. Ok. Et sur ce sujet de anticiper potentiellement les galères, j'ai même envie de dire, est-ce qu'il n'y a pas une giga anticipation des galères qui consisterait aussi à se dire, mais si un jour je veux plus ou je ne peux plus faire de location courte durée, en fait, c'est quoi mon plan B, C, D, E? Je lis dans mes pensées. Ok. Franchement, je m'étais dit, tiens, on aurait pu faire un commandement. Ton investissement, pas en fonction de la location courte durée, tu feras. Tu vois, c'est un truc, c'est de se dire que c'est un mode d'exploitation extrêmement rentable, mais qu'il est un peu risqué, on pourrait dire, non? Ouais, j'aurais dit, ce n'est pas la normalité. C'est-à-dire que tu vas provoquer, tu vas la provoquer ta rentabilité, mais ce n'est pas la base. Et nous, on le voit de plus en plus, et c'est là où je parle d'aller chercher de l'extra rentabilité avec les upsells, les ventes additionnelles, c'est que beaucoup maintenant basent leur investissement sur la rentabilité de la LCD. Sauf que ce n'est pas un phénomène normal, entre guillemets. C'est de l'extra. Et c'est d'ailleurs c'est pour ça que les gens qui investissent en location courte durée, en se basant sur la location courte durée, parce que moi j'ai
quelqu'un un jour qui m'a dit, qui participe à ce podcast, quand tu investis dans l'immobilier, tu prends le loyer, ouais, c'est Samy, le loyer le plus bas que tu puisses avoir, le modèle économique le plus défavorable. Et C'est une bonne idée. si là-dessus, tu arrives à avoir une certaine sécurité d'investissement, alors tu peux prendre cet investissement et aller le doper avec de l'allocation courte durée. Aujourd'hui, on voit beaucoup qui partent sur leur business model, c'est la LCD. Et donc, du coup, dès qu'il y a un changement législatif, fiscal, ils sont direct impactés et ça met en péril tout leur projet. Donc, ça rejoint exactement ce que tu disais, comment tu peux faire marche arrière là si tu ne prends pas cette option dès le départ. Complètement. Ah Ouais, oui, c'est Samy le grand sage qui m'avait dit ça idée, pour ceux qui en brillante douteraient, spécialité. parce que Samy est un hyper exploitant, hyper optimisateur, mais avec quand même une vision de sécurité assez importante dans la mise en place de ses business. Oui, en termes d'arbitrage, etc., je regarde toujours si c'est OK, quoi. C'est important que le patrimoine évolue dans le sens positif, même en fonction de ce qui peut y arriver, quoi. Ouais, Voilà. complètement. Bon, top. Allez, maintenant, on va passer au 9e. Est-ce qu'il y en a un qui... alors, il y a un 10e là, mais le 10e, je me le garde. Le 9e, en fait, on en a déjà un peu discuté, donc je sais pas si je le note. Ouais, je vais le dire quand même. Tu resteras en veille, toujours en apprentissage. Alors ça, je le laisse à Élise. Oui, d'accord. Bon, je suis bien d'accord avec ça. Enfin, ce serait difficile d'être pas d'accord, mais c'est vrai que plus que jamais en entrepreneuriat aussi, c'est un truc. J'ai une amie, je pense pas qu'elle écoutera le podcast, mais alors je l'aime d'amour cette amie, mais Il faut qu'elle écoute. Non, elle est dans un domaine complètement différent. Dans un domaine C'est pas grave, ça ouvre les chakras. Moi, j'écoute des podcasts pâtisserie. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, on échangeait et elle a une expertise dans un domaine, mais pourtant elle a des frustrations par rapport à ça. Et du coup, je lui disais, mais essaie de voir avec d'autres experts, parce que des fois ça nourrit et tout ça. Elle me disait, non, non, je suis experte déjà, c'est bon, etc. Et en fait, l'échange avec elle m'a fait dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas comme les psys qui ont un psy? Vous savez, les psys, ils sont suivis par un psy. Et bien, en fait, dans nos métiers respectifs, on devrait tous faire ça. On devrait tous on devrait tous être des psys qui avons un psy et continuer à apprendre même sur tout ça pour dire, il faut qu'on continue à apprendre même sur là où on pense être le plus expert. Et il y a beaucoup de sociétés, je sais que Amazon par exemple fonctionne comme ça, il y a beaucoup de sociétés qui disent il vaut mieux capitaliser sur nos forces qu'essayer de rattraper nos retards entre guillemets là où on est moins fort. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il faut qu'on apprenne et qu'on continue. Bah, je te rejoins complètement. Moi, tout l'objet en fait du triplex également, c'est pour ma part, moi personnellement, c'est du coup de parler avec des experts dans leur domaine et comme toi, en fait, m'ouvre les chakras et j'essaye de mettre en pratique ce que je peux apprendre dans le podcast en fait. Et du coup, de m'améliorer. Parce que si on reste débutants entre guillemets, il y en a beaucoup qui mettent en place leur location courte durée, mettent vraiment les moyens, ils y vont à fond, ils mettent bien en place tout ce qu'il faut, et après c'est fini, ils laissent. Voilà. Alors 1 an ça va, 1 an et demi ça va, et après ils se voient, voilà, il y a les chiffres qui commencent à diminuer, le logement qui commence à s'abîmer, mais voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, ils ferment les yeux, ils voient pas, ils laissent, ils s'améliorent pas. Et du coup, c'est la fin. Voilà. C'est particulièrement vrai dans tous les. En fait, c'est là où la location courte durée, on voit que c'est un business à part entière. C'est de l'entrepreneuriat. Attends, tu sais quoi? Regarde, on va sortir le 10e commandement direct parce que voilà, là, c'est tout l'objet. Tu géreras ta location courte durée comme un vrai business. C'est presque le plus vrai. Et c'est pour ça que je l'ai mis en 10e. Pourquoi c'est plus vrai? J'ai pas compris la blague. Pour moi, c'est le plus vrai parce qu'aujourd'hui. Le plus vrai? Le plus vrai. Le plus vrai, ouais. D'accord, pardon. Parce que la location courte durée, au départ, c'est un investissement. C'est un placement financier ultra optimisé qui nécessite quand même de l'intervention. C'est pas passif. Et on le voit, Élise, avec la professionnalisation du secteur aujourd'hui, tu es obligé, si tu veux maintenir ton niveau de rentabilité, de te professionnaliser. Et donc, qui se disent professionnaliser, c'est d'avoir une vraie vision business. Ah oui, complètement, indéniablement.
Et ça a des impacts sur tous les aspects de l'activité. Rien que le suivi financier de l'activité, par exemple. Je trouve qu'il y a beaucoup d'acteurs dans notre domaine qui suivent la performance de leurs biens ou même la performance de leur conciergerie simplement en regardant le compte bancaire. Non, on a une activité, un vrai business, il faut avoir des petits tableaux. Alors, on ne parle pas d'avoir des trucs de folie, mais ne serait-ce que déjà certains tableaux de suivi financier, des ratios de performance aussi. Tout ça, c'est hyper important. Par exemple, l'année N-1, qui peut être hyper révélatrice de période, par exemple. Oui, complètement. Ouais, moi j'ai Thomas, enfin que tu connais, Maxime, Thomas, du coup, qui est dans le même secteur que moi, qui fait que lui qui investir parce que vraiment il est dans une démarche hyper professionnelle. Et lui, par contre, voilà, il a les tableaux, etc. Il le gère vraiment, il le pilote assez rigoureusement parce qu'en fait, ça représente quand même en termes d'investissement, ça représente une sacrée somme, hein, ce qu'il a investi. Et il a besoin derrière que ça soit rentable, etc., quoi. C'est pour beaucoup de loueurs, on arrive sur une vision hôtelière. Quand on arrive sur les conciergeries, on a eu l'occasion de rencontrer plusieurs. C'est sûr que quand tu démarres, il ne faut pas non plus se freiner par le pilotage, même s'il faut avoir une vraie vision business dans le sens où il faut que tu aies travaillé ton positionnement, il faut que tu aies travaillé ta cible client, il faut savoir avoir travaillé tes prix, ton service, en fait, ton package global, comment tu vas gérer opérationnellement derrière. Mais pas non plus alourdir son développement par trop de structuration. Il faut être léger, il faut être agile. Je parle notamment en termes de choix d'outils. Mais c'est vrai qu'il arrive à un moment, quelqu'un qui va piloter, gérer 10 biens et quelqu'un qui va en gérer 50, c'est pas juste 5 fois plus difficile. Quand on arrive sur une échelle exponentielle en termes de gestion des emmerdements, c'est une échelle exponentielle. Donc, effectivement, et c'est pour ça qu'on a sur les petites boîtes, on a des charges de structure qui sont assez faibles finalement, et elles augmentent de manière pas proportionnelle. Elles augmentent de manière beaucoup plus importante, plus on grossit, parce qu'il y a des problématiques qu'on va devoir gérer. Et donc, qui dit gestion, dit avoir les bons process, dit avoir une vraie vision business. Nous, cette vision business, on essaye de l'apporter sur le côté marketing, communication, parce que c'est pareil, c'est pas uniquement je parle à mes clients comme ça. De toute façon, hein, je vais prendre le cas du site internet. Ça sert à rien. Ou voilà, j'ai ma page Facebook. Alors ça, c'est génial pour nous. La page Facebook, c'est un peu le tarif fixe. Voilà, le tarif basse saison et le tarif haute saison. Voilà, pour nous, si on fait le parallèle avec du revenu management, c'est la même chose. Il faut se professionnaliser et avoir une vraie vision business. Et juste pour conclure par rapport à ça, le même logement, un studio par exemple, dans la même résidence qui va être pratiquement similaire, en fonction du professionnalisme qu'on va apporter sur tout l'aspect, et en fait les résultats peuvent être pas du simple au double, mais quand même il peut y avoir quand même pas mal de différences. Donc tout va dépendre de ce que vous allez mettre en place derrière, revenu management, professionnalisme, les messages, l'accueil, etc. Voilà. J'imagine, Elise, tu as la même chose avec le revenu management. Nous, on le voit avec, par exemple, les outils qu'on met à disposition. Pour un même outil mis en place pour 2 clients différents, on ne va pas avoir les mêmes performances. Ça ne vient pas de l'outil. C'est de l'utilisation qui en est faite. Donc un peu... Alors, on va pas utiliser une logique guerrière, on va utiliser un arc. Tu files un arc et une flèche à quelqu'un, suivant comment il va se mettre pour tirer avec, il va pas atteindre la cible de la même façon. Et j'imagine que pour le revenu management, toi, qui as des équipes qui vont gérer en fonction, on parlait de principes et d'idées préconçues, c'est aussi des éléments qui peuvent freiner finalement le développement d'une activité. C'est vrai qu'on voit que les effets de levier sont bien plus importants quand on part d'une base saine. Nous, on considère qu'on doit aider toute annonce ou tout acteur à aller au maximum de son potentiel financier. Sauf que si la base est pas bonne, par exemple, on a eu l'occasion de travailler, je pense notamment à un client qu'évidemment je ne nommerai pas, mais qui a fait faillite d'ailleurs par la suite. Vraiment, c'était tout ce qu'il y a de plus caricatural sur l'amateurisme. En fait, on a augmenté son chiffre d'affaires, mais on aurait pu faire tellement mieux si on avait eu des photos de qualité, une décoration au goût du jour, enfin tout ce qu'on vient de se dire là, quoi. Donc ça vient décupler les effets de levier drastiquement. Ah, carrément. Non, mais donc les 10 commandements, je pense qu'on les a. On va les afficher pour le salon. Ce que je dis à Maxime, on va en faire des posters.
Tu vois le communicant là? Tu vois le communicant du Au duo? début, je dis on va faire des posters, on va les vendre. Avec possibilité de cocher, tu vois, pour se dire, bah, j'avance dans mon activité, tu vois, je coche des commandements pas à pas. C'est Non, mais ça. en fonction du tarif, on en fera peut-être des petits flyers qu'on distribuera, on verra. Même pas en fonction du tarif, c'est en fonction de la bande passante de Samy pour les créer, parce que c'est lui, c'est lui qui a le côté créateur du Ouais. duo. Donc on Mais- verra ça. Non, mais je trouve que c'est. On parlait du salon là justement Ouais. sur ce petit aparté. Moi, je trouve que ça va quand même. On a pas mal de ces commandements de se dire, tiens, je vais aller ouvrir mes chakras et je vais me prendre une journée, même si c'est pas mon activité principale. Et je vais, tu vois, mes locations courte durée, c'est quelque chose à côté de mon activité. Je suis salarié ou tout autre. Où je suis chef d'entreprise, mais j'ai investi dans l'immobilier et puis la location courte durée, ça me plaisait. Prenez le temps d'aller rencontrer les gens, que ce soit pour des solutions techniques. On parlait de channel manager, venez voir ce que proposent des autres plateformes. Vous avez des angoisses, notamment le bruit, les fêtes, les dégâts. Bah, en fait, vous allez peut-être trouver des solutions qui vont pouvoir vous éclairer sur bah, tiens, il y a telle assurance, il y a telle solution qui existe pour me prémunir de ça. Et puis, vous allez peut-être aller à des conférences qui vont vous ouvrir les chakras sur, bah, tiens, mes prix, alors j'ai pas envie de les confier à quelqu'un, mais quand même, je vais peut-être faire un arbitrage ou prendre un audit pour bien comprendre comment ça fonctionne, ou suivre une formation. En fait, et de se dire, bah, quoi de mieux que sur une journée, venir faire mes courses. Je vais aller au même endroit et je vais avoir accès à tout, plutôt que faire ma veille tout seul sur Internet et passer des jours et aller voir des solutions, si ça se trouve, qui ne sont pas fiables. Parce que, bon, on le sait, hein, une page de vente sur Internet aujourd'hui, derrière, elle peut rien avoir. Donc, il faut, moi, ce que je vous invite à faire, et puis vous allez voir, il y a une petite énergie quand même quand on fait un salon. Ouais. C'est assez intéressant. On ressort de là, on est dynamisé, et on se dit, tiens, je vais faire bouger les choses. D'ailleurs, Élise, est-ce que tu peux nous dire un peu le programme du coup du 16, c'est 16-17, hein, Non, 15-16. 15-16. C'est ça. Donc du 16 pour c'est ça, c'est le 16 pour Pour le salon. pour le salon et le 15 pour ceux qui ont plus de 20 biens. Voilà, c'est ça. Le soir du 15, c'est un dîner mastermind pour ceux qui ont plus de 20 biens et qui permet, je regrettais qu'il n'y ait pas de mastermind d'entrepreneurs dans notre domaine. Oui. Et je me suis dit, ben, on peut le faire à une petite échelle. Alors évidemment, un mastermind d'entrepreneur, normalement, ça coûte 15 000 euros. Donc évidemment, le billet du jeudi soir n'est pas à ce prix-là. Vous pouvez retirer plusieurs zéros. Mais du coup, l'idée là, c'est vraiment d'avoir 3 vagues de brainstorm sur des sujets à enjeu dans notre activité en tant que soit multipropriétaire de biens, soit gestionnaire de biens, et de repartir avec des idées concrètes. Et surtout, nouer aussi des contacts, et étoffer son carnet d'adresses avec des gens qui sont aussi avancés que soi. Donc ça, c'est pour le jeudi soir. Et après, pour la journée du vendredi, donc qui est le 16, là, c'est vraiment la journée salon telle qu'on peut l'imaginer comme tout salon professionnel. Donc avec tout un programme de conférences qui va aller de la législation jusqu'à l'IA, en passant par le ménage, etc. Donc tous les enjeux qu'on a aussi dans le métier. Et tous les acteurs aussi, on a un peu plus de 70 exposants qui vont être là pour partager, présenter leur activité. Ça va permettre de rencontrer les gens avec qui on travaille d'habitude, de rencontrer les gens dont on écoute le podcast habituellement également, et aussi de découvrir des nouvelles solutions, parce que, comme tu le disais Maxime, en fait, toute l'année, on est le nez dans le guidon, et c'est quand même difficile de rester en veille sur Internet comme ça constamment. Et là, en une journée, on peut faire le plein d'idées, de solutions, de contenu aussi, et de collègues. Parce que aussi, les visiteurs, donc tous les visiteurs ont des cordons de couleurs selon la famille de métiers auxquels on appartient. Donc il y a un cordon conciergerie, il y a un cordon sous-loueur, agent IMO, investisseur et gîte et maison d'hôtes. Donc on peut facilement identifier les collègues qui sont de la même famille que nous et nouer des partenariats. On peut biper les badges et garder les coordonnées des collègues pour rester en contact. Ça, c'est vrai, les partenariats, les rencontres. Nous, grâce du coup au salon, on a pu rencontrer, je vais pas spoiler, hein, Maxime, mais on a pu rencontrer une personne assez importante dans le milieu, hein, et avec qui on va enregistrer un épisode prochainement. Restez bien à l'écoute. Il y a un truc qui arrive. Et sans le salon, sans cette journée-là, on n'aurait jamais rencontré cette personne, mais jamais. Et pourtant, pour nous, hein, c'est quand même une concrétisation, hein. On l'a dit, si on a un jour cette personne-là, pour nous, on aura concrétisé un peu comme génération do it yourself avec le président Macron. C'est un peu ça. Hein.
J'ai hâte. Non, mais c'est hyper intéressant parce que comme tu le disais, tu ouvres tes chakras, tu vas rencontrer des loueurs, tu vas rencontrer différents profils vraiment. Et donc c'est très intéressant. C'est presque, il y a ce qu'il y a sur les stands et puis il y a ce qu'il y a dans les couloirs. Et donc vraiment, si vous avez l'occasion de venir, vous pouvez croiser ces personnes-là dans le salon en fait. Hein. Ils naviguent, voilà. Donc du coup, ils sont accessibles entre guillemets et donc du coup, vous pouvez aller parler avec eux. Hein. Moi, je m'en souviens dans le salon, j'ai rencontré Olivier Seban. C'est la personne qui m'a du coup formé entre guillemets. J'avais pris sa formation en 2016, 15 ou 16. Enfin, j'ai commencé en 2016, donc j'avais fait 2015 peut-être sa formation. Et c'est cette personne-là qui m'a donné envie d'investir dans l'immobilier et je m'en souviens et je l'ai vu pendant le salon et on a discuté un petit peu. Voilà, donc c'est hyper drôle et hyper intéressant du coup de rencontrer ces personnes-là. Pas mal de personnes également se forment avec des formateurs immobiliers, etc., qui vont sûrement être peut-être présents aussi au salon. Donc, si vous voulez les rencontrer, ils y seront. Donc voilà. Donc c'est vraiment moi. Venez faire vos courses. Ouais. Non, mais c'est la recommandation que j'aurais. Venez comparer, venez rencontrer. Et comme ça, c'est sans pression. C'est pas de se dire, j'ai un webinaire mardi soir à 20h, j'en ai un autre jeudi à 19h, mais attends, j'en ai un samedi matin à 8h. Voilà. Et vous avez tout au même endroit. D'ailleurs, Élise, on a parlé en début d'épisode qu'il y avait un bon plan. Donc, pour ceux qui ont été les vaillants, là, qui nous ont écoutés jusqu'au bout, parce qu'on essaye de faire des épisodes de moins d'1 heure maintenant, ce qu'on a largement dépassé aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous présenter le bon plan du jour pour le salon? Eh bien oui, en tant qu'auditeur du Triplex, vous bénéficiez de moins 20% sur votre place avec le code Triplex20. Et ce qui est très important, c'est que ce code-là, il va fonctionner à la fois sur la place salon ou sur la place Mastermind si vous avez plus de 20 biens. Donc voilà, n'hésitez pas à en profiter. Trop bien, merci beaucoup. C'est super sympa. Donc on va mettre le code lien en description. Voilà. Et vous le retrouverez sur la page de l'épisode sur le site le-triplex.com. Et pour ceux qui sont abonnés à la newsletter, dans votre boîte mail. Donc pensez bien à vous abonner. Comme ça, vous retrouvez tous les éléments dans votre boîte mail. Ça marche encore mieux. Et aussi, on a quelques places à faire gagner. C'est quoi le concours, Maxime? Du coup, qu'est-ce qu'on fait? C'est à définir, donc on va vous le dire dans les prochains jours. J'aimerais bien qu'on fasse quelque chose en lien avec les commandements, par exemple. Est-ce que on pourrait pas demander, alors ça sera sûrement sur Instagram, regardez la publication, demander à nos auditeurs de nous fournir le commandement qui manquerait à cette liste. Et en fait, on jugera du meilleur commandement, enfin des 5 meilleurs commandements entre guillemets, et puis on offrira les places comme ça. Je sais pas si ça vous convient. Bah écoute, très bien. Et très bien. De toute façon, c'est Samy qui gère Instagram, donc. Oh, punaise. Pression. Donc on fera ça, ouais. On fera ça. On mettra en place ces jeux concours. Est-ce que j'ai une dernière question à te poser. Est-ce que on est sur des places limitées comme l'année dernière par rapport du coup à la capacité de la salle ou pas? Oui, on a quand même des places limitées parce que en fait, pour des raisons de sécurité même, il faut un certain nombre d'humains sur une surface pour respecter les règles de sécurité et d'accueil du public. Donc oui, il faut pas tarder. Il faut pas tarder à s'inscrire. Donc c'est important, voilà. Donc si vous avez l'occasion, enfin si vous décidez à venir, c'est voilà, prenez vos places maintenant. Et du coup le lien il sera en description également pour prendre ces places. Hein. C'est le site, tu peux le rappeler? Oui, le site c'est rdvlocationsaisonnière.com. rdvlocationsaisonnière.com. Avec et le en code description du coup. Le Triplex 20 pour avoir la promo. Avec le code Triplex 20. J'ai pas mis de le devant. Mais Triplex 20, Triplex 20. Triplex 20. J'ai l'impression que c'est Radio Londres. Oui. Merci beaucoup, Élise, pour cet épisode. J'ai adoré. Merci à tous les deux. Merci infiniment. C'était chouette. C'est vraiment, vraiment top. On se retrouvera pendant le salon, de toute façon. Et on en parlera, mais quand tu seras du coup un peu plus libre, on a une autre idée d'épisode pour toi. Avec plaisir. Génial. Canon. Et on a une autre idée d'épisode, donc on en fera un petit podcast prochainement. Ça marche? Et vous viendrez chez nous aussi, chez J'affiche Complet? Avec grand plaisir. Avec plaisir. Super. Et puis, on a parlé du salon, mais on n'a pas dit clairement que vous pourriez nous y retrouver. Hein. On y sera aussi. Ouais, venez nous faire un petit coucou. On est preneur de vous rencontrer en vrai, de prendre vos retours en vrai. Mais si vous avez des retours à faire, en commentaire.
pensez à nous laisser une évaluation sur les plateformes d'écoute. Voilà. Allez, on va vous souhaiter une belle journée, matinée ou soirée. Et on se retrouve très prochainement. À très bientôt. Bye bye. Salut. Ciao. Ciao.